Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat en compagnie de Charles Dagneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, on vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission. Ce soir, on va avoir des sujets, qui n'ont rien à voir encore, mais qui ont en commun qu'on a plusieurs petits items. Alors, moi, je vais même rester dans la première partie, puisque je vais parler des tentatives et des assassinats sur les présidents des États-Unis. Puisqu'on a eu cet été un attentat, peut-être un attentat sur M. Trump. Alors, ça revient un peu dans le sujet. Alors, il y en a plusieurs, donc je vais faire juste la première partie ce soir, puis je reviendrai la semaine prochaine. Puis toi, tu vas nous parler d'un sujet sur lequel on s'est déjà étendu, mais qui est toujours rigolo. Oui, c'est ça. C'est semi-sérieux, on peut dire. Les fameux prix Ig Nobel. Absolument. D'ailleurs, dans le choix de nos histoires, c'est le choix du président. Hein? Aujourd'hui, on a tellement accès à l'information facilement. L'idée, c'est justement de naviguer entre ce qui est faux, au moins ce qu'on peut le reconnaître comme tel, et puis jusqu'à un certain point, c'est des histoires à dormir debout. Hein. On va parler autant d'extraterrestres que de faits réels. Alors, je vais parler des prix Nobel parce que toutes les années, c'est un domaine que je vais voir, les prix Nobel, entre autres, les prix Nobel et puis d'autres choses comme ça. On connaît toutes. Évidemment, par exemple, en 2023, au niveau des prix Nobel, il y a eu des prix sur la science, comme les recherches sur les messagers ARN qui ont débouché sur des vaccins. C'est très important, c'est le prix de la chimie, de la biologie, de la science et de la paix. Mais ils ont un petit frère, eux autres, qui s'appelle les prix Ig Nobel, le jeu de mots étant ignoble, Nobel, mais il n'y a rien d'ignoble là-dedans, au contraire, parce que le but des Ig Nobel, c'est de célébrer l'insolite dans la science, d'honorer l'imagination, de stimuler l'intérêt des gens pour la science, la médecine, la technologie, mais c'est aussi de faire rire un peu et puis après ça, de faire réfléchir. Puis c'est ça qui me plaît dans les prix Nobel. Parce que ce qu'on récompense, c'est des recherches, en réalité, qui sont souvent très sérieuses, mais qui ont de l'air à première vue qu'on peut se demander, mais pourquoi et à quoi ça sert. D'ailleurs, ceux qui font les prix, s'appellent les Annales de la recherche improbable. Donc, ça couvre un peu ça. Alors, la 33e édition a eu lieu en septembre 2023, puis commencé par le prix de chimie et de géologie. C'est un fait remarqué que les géologues vont lécher leurs échantillons de pierre, par exemple. Et puis là, on a essayé de trouver une façon scientifique de faire ça. La raison est très simple. C'est que ça va faire ressortir les textures, entre autres, minérales, et surtout quand il s'agit de fossiles. Lorsqu'on regarde le fossile lui-même, lorsqu'on le mouille, c'est beaucoup plus précis. On a simplement pensé, par exemple, ceux qui vont travailler le bois, avant que le bois soit fini, si on veut voir le grain, on le mouille et puis tout ressort. C'est exactement le même principe. Mais ça va plus loin un petit peu. Entre autres, personnellement, j'ai vu que dans la restauration artistique et puis aussi dans la restauration des maquettes antiques, par exemple des grosses maquettes du 16e, 17e siècle, l'enzyme le plus utilisé pour le nettoyage, c'est la salive. Alors, la plupart des œuvres d'art et des maquettes de bateaux, par exemple, comme celle qui est au musée de l'Académie de West Point, entre autres, contiennent une bonne part de salive des restaurateurs. Ça veut dire que quand c'est écrit « ne touchez pas », vous avez une raison supplémentaire de ne pas y toucher. Dans le même ordre d'idée, le prix pour la santé publique, ça c'est Corée du Sud puis les États-Unis, c'est des travaux sur la création de toilettes intelligentes pour surveiller et mesurer les déchets humains. Ça, pourquoi on fait ça? La toilette a été nommée Stanford. On comprend en l'honneur de l'université en question. C'est ça. Ça va utiliser toutes les technologies disponibles, le laser, par exemple, des bandelettes de tests de différents types pour analyser la défécation. Et puis, non seulement ça, mais aussi
des caractères physiques, comme un capteur d'empreinte anal, je sais ce que c'est exactement, associé à une caméra d'identification, de liaison par télécommunication, interface intelligence artificielle, et voilà. Mais pourquoi on fait ça exactement? Imaginons seulement les rejets de médicaments dans les cours d'eau, par exemple. Bon, ben, on va commencer à quantifier ça. Là, à partir de ces données-là, on va pouvoir élaborer. Mesurer à la source pour pouvoir... et puis, aussi, qu'est-ce que les gens mangent? Comment ces habitudes-là se transmettent, par exemple, dans d'autres cultures? Et puis, ça va amener à d'autres découvertes au niveau de la médecine, entre autres, qui on ne les connaît pas encore. Mais là, on voit, attends, on a un type qui étudie les toilettes. Ben oui, des toilettes magiques avec tout ce qu'il faut dedans, mais c'est très sérieux au fond aussi. Ça revient à ce qu'on dit tantôt. Au début, ça a l'air totalement... Question de santé publique. Après ça, disons par exemple ici, le prix de l'éducation. Le sujet, les effets de l'ennui des enseignants sur les étudiants. Wow! Là, ben, tu vois, moi, je vois déjà que ça peut être important. Effectivement, parce que là, on se retrouve ici, même au Québec, là, dans toutes sortes de domaines, dont l'éducation. On a des travailleurs qui sont jusqu'à un certain point écrasés et blasés, là. Quel effet que ça a sur les étudiants? Ben, voilà que nos amis de Hong Kong, en Chine, du Canada aussi, de l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Irlande et le Japon, qui ont participé à ces études-là. C'est assez important, puis... oui, parce qu'en plus, c'est des pays qui ont des systèmes d'éducation différents. Puis on le vit présentement, nous autres, des situations comme ça aussi. Le prix en psychologie. Okay? Celui-là, c'est quantifier pourquoi et combien de personnes s'arrêtent et lèvent les yeux lorsqu'il y a une personne qui est dans cette position-là. Comment on peut influencer juste par une posture, un geste. Là, alors, ils vont voir quel caractère qui va s'arrêter pour regarder ceux qui sont curieux, évidemment. Là. Alors ça, cette étude-là, ben, ça permet d'ouvrir une autre voie, la psychologie des masses, peut-être comprendre mieux comment on est influencé là, à tous les niveaux. Là, on parle d'un niveau qui est très primaire et subjectif. À partir de là, on peut évoluer jusqu'à aller dans les médias de masse qui contrôlent la façon de penser des gens. Alors, la psychologie a trouvé son Ig Nobel en 2023 avec ça ici. Ingénierie mécanique, celle-là est assez spéciale. Utilisation d'une araignée morte réanimée comme outil de préhension mécanique. Voici que les araignées, leurs membres sont pneumatiques. C'est assez spécial à comprendre. C'est pas une articulation comme on a chez les mammifères, par exemple. Alors, on relie ça à des systèmes électroniques et puis ça va déboucher sur des robots manipulateurs, par exemple, qui pourraient être utilisés dans l'industrie pétrolière offshore, entre autres. Peut-être qu'il n'y en aura plus dans l'avenir, mais en tout cas, pour le moment, l'exploration spatiale, la médecine. Là, on va pouvoir créer des micro-manipulateurs avec ces recherches-là ici, et puis en combinaison avec les technologies existantes, déboucher sur de nouvelles choses, là. C'est peut-être pas bon pour les araignées, mais c'est peut-être bon pour les humains. En tout cas, cette recherche-là est en ingénierie mécanique. Qui d'autre que l'Inde, la Chine, la Malaisie, le Japon, les USA, pensaient à prendre des membres d'araignées? En fait, ils n'utiliseront pas les araignées. Ils vont copier le fonctionnement. C'est ça, c'est pour étudier comment fonctionnent les pattes pneumatiques des araignées. En physique, une étude sur la contribution de la vie sexuelle des anchois. Oui, au mélange des eaux océaniques. Là, on parle d'une multitude. On parle de bancs de vie qui sont océaniques. Ah oui, donc, les anchois, c'est des bancs énormes, c'est des millions d'individus. En période de reproduction, ils vont agiter l'eau des océans au point de créer des courants et puis de modifier les phénomènes liés à l'atmosphérique, par exemple. Et puis, ça va nous permettre de mieux comprendre l'environnement, de mieux comprendre le fonctionnement de notre planète, puis peut-être de trouver des solutions en étudiant justement les autres espèces. Parce que ça peut même avoir une influence sur le climat. Absolument, absolument. C'est la raison d'ailleurs que c'est le prix de physique. Le mélange des eaux océaniques pour mesurer dans quelle mesure il est affecté par l'activité sexuelle des anchois. Parce que quand elles se mettent toutes à bouger en même temps, compte tenu du nombre, quel effet ça a sur les autres espèces animales, comme le plancton, entre autres. Le prix de communication. L'étude des activités mentales chez les personnes qui sont expertes à parler à l'envers.
Oh boy! Celle-là est assez profonde, disons, mais pour comprendre le droit chemin, peut-être qu'il faut comprendre le chemin inverse. Et dans les mathématiques, c'est la même chose aussi, positif, négatif, etc. Il me semble que dans ça, il y a quand même... c'est très psychologique. Littérature. Étudier les sensations que les gens ont lorsqu'ils répètent un mot plusieurs fois. Okay. Effectivement, on le ressent, ça a un effet, là. Donc, on va quantifier, étudier. On peut soupçonner que les incantations, les prières dans les différentes religions, ça peut amener à un état mental, et voilà. Ça a l'air facétieux, hein? Mais quand on y pense, ça l'est voilà. En littérature, tiens. Étudier, non, ça c'est ce que je viens de dire. Médecine. Compter les poils des narines. Ça peut aider à fournir des points de référence, par exemple, mesurer les patients lorsqu'ils sont confrontés à des maladies qui provoquent la perte des cheveux. Entre autres, connaître la pilosité humaine, c'est une connaissance qui va amener à d'autres choses ou qui va peut-être trouver le remède à la calvitie. On ne sait jamais. Hein? En tout cas, ce qu'on peut dire, là, c'est qu'il y a un nombre égal de poils dans chaque narine humaine et puis ça varie entre 110 à 130. Fait que pour votre information, vous avez 130 poils par narine, supposément. Prix de nutrition au Japon, électrification des baguettes et des bailles à boire, et la mesure de leur effet sur le goût. Mais là, on se retrouvait avec des chopsticks électriques, des pailles électrifiées. Puis voir si ça change le goût. Voir si ça change le goût. Bon, on va en apprendre plus sur les papilles gustatives, entre autres. C'est ça. Il y a un scientifique, là, pour conclure ici, là, que lui, il a eu la chance de recevoir à la fois un prix Nobel et un prix Ig Nobel. Un dénommé Sir André Geim, physicien néo-irlandais britannique d'origine russe. Lui, il a remporté le prix Nobel de physique en 2006 pour leurs travaux sur le graphène. Soit dit en passant, le graphène, là, c'est un matériau puis un développement scientifique très, très important. 10 ans plus tôt, il avait remporté l'Ig Nobel de physique en 2000 pour avoir utilisé des aimants pour faire léviter des grenouilles. Ah bon? Voilà. Hein? Alors là, ici, on a un deux. Pour conclure rapidement, je ne sais pas où on est dans le temps. Alors, je vais vous nommer quelques autres prix intéressants aussi au cours des éditions précédentes. Par exemple, en biologie, on a analysé les variations de ronronnement, gazouillis, sifflement, hurlement et miaulement et aux autres modes de communication entre le chat et l'humain. Eh oui. Écologie, identifier différentes espèces de bactéries qui résident dans le chewing-gum jeté sur les trottoirs. Ça fait réfléchir. Chimie, tester les odeurs produites par un public indique de manière fiable des niveaux de violence, de sexe, de comportement antisocial, de consommation de drogue, de langage grossier dans le film que le public est en train de regarder. Quand on étudie les réactions... Oui, effectivement. Comme dirait Charles Tisser, fascinant. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je vois ça, que ça, c'est... Et je pense que j'ai raison, puis c'est ça qu'il faut comprendre, que ces recherches-là sont le résultat d'un long processus. C'est-à-dire, moi, je vois des scientifiques qui étudient un domaine et qui, à un moment donné, butent sur une question et là se disent, ça, pour répondre à ça, il faudrait faire une expérience vraiment précise qui, des fois, dite comme ça, peut paraître bizarre parce qu'on ne sait pas la démarche qu'il y a en arrière et pourquoi on est arrivé à se poser cette question-là. Et puis, ça peut aller, je vais conclure avec celui-là ici, le prix de la paix, de 2022. Tester l'hypothèse selon laquelle les humains, les hommes, ont fait évoluer leur barbe pour se protéger des coups de poing au visage. Ah oui, je me souviens d'avoir entendu celle-là. Alors ça, c'est... Bon, mais puisqu'on se termine avec un sujet violent, ça va permettre de passer à mon sujet à moi, où on va plus que dans les coups de poing au visage. Moi, je vais parler des tentatives d'assassinat sur les présidents des États-Unis. Je dis tentatives, il y en a qui ont réussi là-dedans, puis il y en a qui sont restés à l'état de tentative. Il y en a qui sont ultra connues, pas nécessairement celles-là sur lesquelles je vais m'étendre le plus, justement parce qu'elles sont connues. D'autres sont complètement oubliées, et il y en a des bizarres, comme on va voir. J'ai découvert la politique à cause de ça. En 1963, mon père me dit, le président américain s'est fait assassiner. J'ai découvert c'était quoi un président, un assassinat, puis la politique. C'est le premier bulletin de nouvelles dont je me souviens, c'est de ça qui parlait. Alors donc, on va remonter au début.
En 1835, plus précisément, 30 janvier, la première tentative sur un président américain, c'était sur le président Andrew Jackson. Jackson était élu en 1830. C'est le premier populiste à la Maison-Blanche. Il avait été élu surtout par le vote du Sud et de l'Ouest des États-Unis contre les élites, entre guillemets, de la côte Est qui dominait la politique depuis ce temps-là. Il introduisait un nouveau style de présidence, beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus dur avec ses adversaires et vraiment populiste, démagogue, on peut aller jusque-là. Parmi ces bêtes noires, il y avait la première banque des États-Unis, la première banque fédérale, il a fini par la faire fermer. Ça a été très long pour en avoir une autre après, et c'est aperçu comme un instrument diabolique, ça là, de la haute finance, et les Autochtones. Et ça, il détestait les Autochtones et il les a fait déporter. D'ailleurs, tous les Autochtones qui étaient à l'est du Mississippi, il les a fait déporter à l'ouest pour faire de la place pour les planteurs qui voulaient installer leur plantation avec des esclaves pour cultiver le coton, parce qu'on était dans le boom du coton. C'est pas fait juste des amis, par son style de personnalité aussi. Alors, le 30 janvier 1835, il sera au Capitole pour les funérailles d'un membre du Congrès. Et ça a failli être ses funérailles à lui. Un dénommé Richard Lawrence qui sort de la foule avec un pistolet et lui tire dessus, mais l'arme fait long feu. Il faut se rappeler qu'on est dans les pistolets à un coup à l'époque avec une capsule. Ça a fait... Puis ça a resté là. C'est ça, long feu avec une arme à feu, c'est que clic, puis il se passe rien. C'est ça. Donc... Oups. Et là, Jackson, comme un bon gentleman de l'époque, se promène avec une canne. Et c'est un militaire, c'est un gars qui n'a pas froid aux yeux. Alors, quand il voit que le coup n'est pas parti, il prend sa canne et se met à taper sur le gars. Finalement, les gens qui sont alentours, il n'y a pas de garde de sécurité ou quoi que ce soit à l'époque, interviennent, pas pour sauver le président, mais pour sauver le gars qui est en train de se faire taper dessus. Donc, parmi ceux qui sont intervenus, un sénateur célèbre, Davy Crockett. Qui va, d'ailleurs, il est dans sa dernière année de sénateur parce qu'il va perdre ses élections aux élections de mi-mandat parce qu'il est jugé trop favorable aux Autochtones. Davy Crockett. Ouais. Le personnage. Le personnage, oui. Alors, il va lâcher il va perdre ses élections dans l'année. Il va dire à ses électeurs, y'all go to hell, I'm going to Texas. Et il va partir pour le Fort Alamo où il va se faire tuer, comme on sait, durant la guerre d'indépendance du Texas. Donc, Lawrence se fait arrêter. C'est quoi son motif? Je suis l'héritier légitime du trône britannique et je venge mon père que Jackson a tué il y a 3 ans. En fait, il est peintre en bâtiment. Son père est mort 12 ans plus tôt. Jackson n'a rien à voir là-dedans. Alors, il ne sera pas accusé. Il va être jugé sous l'influence de la folie, comme on disait à l'époque, puis il va passer le reste de ses jours dans un asile. Puis Jackson va rester président jusqu'en 1837. Probablement un bon diagnostic aussi. Oui, probablement. Sauf qu'en même temps, connaissant les asiles de l'époque, je suis pas sûr s'il avait été condamné à peine de mort, ça aurait été payé. Donc, ça, c'est le premier attentat contre un président des États-Unis. Andrew Jackson. Tu te souviens-tu, c'était lequel, combienième président, je pense? C'était le 5e, je pense, 5e ou 7e, je suis pas sûr. Et c'était le premier président démocrate. Ah, voilà. Parce que ça a été le premier candidat que le Parti démocrate a présenté, nouveau parti à l'époque. La deuxième, c'est le premier président républicain, Abraham Lincoln. Là, avec Jackson, on était dans le tragicomique, mais là, il n'y a plus rien de comique avec Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, il faut se souvenir, il est élu le jour de son élection. Le lendemain de son élection, les États du Sud commencent à faire sécession parce qu'on dit qu'il va abolir l'esclavage, ce qu'il va faire éventuellement, et c'est la guerre de sécession. C'est ça. Qui va faire 800 000 morts. Durant son mandat de 4 ans, Lincoln va recevoir plus de 100 000 menaces de mort. Ah, mon Dieu. Il va avoir des tentatives, d'ailleurs, qui vont être déjouées bien avant qu'on puisse s'approcher du président qui est protégé par l'agence Pinkerton. La guerre se termine en 1865, le Sud capitule. Alors, on fête ça, évidemment, on est content, ça se comprend. Lincoln va au théâtre.
C'est un Au amateur théâtre de Ford. théâtre. Et il y va souvent au théâtre. Et justement, un certain John Wilkes Booth, acteur très populaire à l'époque d'ailleurs, mais qui est un sudiste fanatique, originaire du Maryland, où Lincoln est encore plus détesté d'ailleurs qu'ailleurs, parce que c'est un État qui aurait fait la sécession, mais où l'armée fédérale est intervenue avant qu'il ait le temps de le faire et a occupé l'État. Donc, eux autres, Booth et plusieurs complices, il faut tuer Lincoln. Pour eux autres, c'est un tyran, et donc il faut le tuer. Alors, ils ont prévu l'assassiner le 18 janvier 1865 au théâtre Ford, où Lincoln se rend souvent. Mais ce soir-là, il n'y a pas été. Donc, on remet Et là, entre-temps, c'est ça. Le Sud capitule. Le 14 avril, Lincoln va de nouveau au théâtre pendant qu'on fête la fin de la guerre. Et là, Booth se glisse dans sa loge et avec un Derringer, un petit pistolet à un coup qu'on pouvait dissimuler facilement, abat le président à bout portant d'une balle derrière l'oreille. Il va être amené inconscient dans une chambre d'hôtel. Il ne reprendra pas conscience. Un de ses complices, un des complices de Booth devait aller abattre le vice-président le même jour. Le vice-président Johnson, perçu comme un traître dans le Sud parce que c'était un démocrate sudiste qui a accepté de devenir président pour Lincoln. Mais le complice va se dégonfler et il ne le fera pas. Alors, Johnson va survivre, va être un des pires présidents des États-Unis d'ailleurs. Puis Booth a laissé une lettre pour faire croire que Johnson est complice de l'assassinat de Lincoln. Mais personne ne va y croire finalement, ça ne marchera pas. Mais là, c'est le branle-bas de combat à Washington. État d'urgence, 300 personnes vont être arrêtées le soir même. Mais Booth, lui, s'est échappé avec ses complices. Fait que les personnes arrêtées vont être éventuellement lâchées. Mais Booth et ses complices se sauvent et s'en vont plus vers le sud profond, vont être poursuivis par un détachement de l'armée, et là, j'en ai déjà parlé, vont être rattrapés par le détachement du lieutenant Edward Doherty, de Wickham, originaire de Wickham au Québec. Et c'est là va y avoir une fusillade et Booth va être abattu dans la fusillade. 7 de ses complices vont être jugés, 3 vont être condamnés à la prison à vie, 4 pendus, dont la seule femme, Mary Surratt, qui est la seule femme du groupe. Alors ça, c'est un incident qui a vraiment marqué les États-Unis, surtout qu'on était à la fin de la guerre. Et les conséquences ont été assez graves parce que Johnson était un sudiste et il a favorisé la ségrégation. Il a même essayé de permettre aux États du Sud de rétablir l'esclavage sous un autre nom. Et éventuellement, il a été destitué. Enfin, il a démissionné, mais il y avait une procédure de destitution. Donc, les conséquences, ça aurait été différent si Lincoln avait été président. Là, c'est clair. Fait que ça, c'est un des assassinats célèbres de l'histoire des États-Unis. Le président suivant, James A. Garfield, élu en 1881. Là, il y a à l'époque, c'est le spoil system. C'est-à-dire, le président est élu, on met les fonctionnaires dehors et on engage des fonctionnaires de notre propre parti. Donc, il y a des milliers de personnes qui attendent à la Maison-Blanche pour avoir des boulots de fonctionnaires. Parmi ces gens-là, un certain Charles Julius Guiteau, 39 ans, originaire de Chicago. Pas d'emploi stable, connu pour avoir un tempérament instable, colérique, a tellement maltraité sa femme que lorsque ils ont divorcé, le juge lui a ordonné de jamais se remarier. En 1880, il décide qu'il veut être ambassadeur dans un pays d'Europe. Il prépare même un discours destiné au président Grant, mais Grant a fait ses 2 mandats puis il se retire. Alors là, et le Parti républicain choisit James Garfield. Alors, il modifie son discours, tente d'entrer sans invitation dans une pièce où se trouve le président pendant une réunion, se fait expulser, et là, continue à envoyer des notes et à venir à la Maison-Blanche pour de solliciter poliment le poste d'ambassadeur en Autriche-Hongrie. On lui suggère de demander au département d'État, mais c'est une façon de l'envoyer promener, finalement. Alors, dans les journaux, on dit qu'il y a 20 demandeurs pour un emploi de fonctionnaire. Donc, mais là, il se convainc, lui, qu'il y a une autre guerre civile qui approche
et que l'enjeu, ça va être les nominations dans la fonction publique. Il ramène tout à lui. Et le 2 juillet, le président, avec 6 membres de son cabinet, font une sortie récréative, s'en vont à une plage voisine pour se détendre. Puis alors qu'ils attendent pour monter dans le train, Guiteau surgit derrière Garfield avec un revolver et tire 2 coups de feu. L'un qui manque, mais l'autre qui frappe le président dans le dos. Il s'écroule. On arrête Guiteau, on amène le président à l'hôpital. On va y faire 3 chirurgies sans trouver la balle, dont une sans anesthésie. Les blessures vont s'infecter. Il va mourir 80 jours plus tard. Une agonie incroyable, le 19 septembre 1881. Guiteau, lui, pense qu'il est un héros et que son geste va unifier le Parti républicain. Au procès, ses avocats tentent de plaider la folie, mais lui, Guiteau refuse qu'on plaide la folie, prétend que son libre arbitre lui a été retiré par Dieu. Le procès dure 71 jours, puis il est condamné à mort et pendu le 30 juin 1882. Alors ça, c'est Ce Guiteau en question, ça démontre très bien que quand tout ce que tu as dans la tête, tu as un marteau, autour de toi, tout ce qu'il y a, c'est des clous. Exactement. Alors là, j'allais commencer de parler du président McKinley, qui est le suivant, mais là, on arrive à la fin de l'émission. Alors, on va voir la suite la prochaine émission. À la prochaine émission. Alors, mesdames et messieurs, merci Charles. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat qui vous dit au revoir. À la semaine prochaine pour la suite des tentatives d'assassinat des présidents américains. Et c'est ça. Au revoir, puis restez à l'antenne de TV-CBS. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.